Bonjour à tous, bienvenue dans le débat de Vie d'ailleurs, avec une question qui taraude les élus, mais pas seulement, les Français. L'union de la gauche est-elle possible? Pour en parler, qui de mieux que Stéphane Le Foll, dont le pédigré est encore plus grand que lui, c'est dire, maire de la ville du Mans, député européen de 2004 à 2012, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et de la Forêt de 2012 à 2017, fonction qu'il a cumulée avec celle de porte-parole du gouvernement à partir de 2014 sous la présidence de François Hollande, et réélu député en 2017. Vous avez quitté l'Assemblée nationale, Stéphane Le Foll, après votre élection comme maire du Mans. Merci d'être avec nous, bonjour. Merci. Également pour cette émission, nous avons la chance d'être avec Philippe Dort, conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine. Philippe Dort, bonjour, vous êtes en Skype, mais oui, par les temps qui courent, c'est de plus en plus fréquent. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, messieurs, j'entendais récemment, lors des sénatoriales, Patrick Canet, président de l'Union socialiste et républicain au Sénat, qui disait que l'union de la gauche était nécessaire. Il a dit on aurait pu gagner encore un siège. Et à chaque fois, c'est pas la droite qui gagne, c'est la gauche qui perd des sièges. Stéphane Le Foll, vous ne voulez pas entendre parler de cette dynamique, c'est bien cela? Non, moi ce que je dis, c'est que la désunion, c'est sûr que ça ne fait pas gagner. Il ne faut pas exagérer, on est quand même dans une histoire qu'on connaît bien. Les divisions sont souvent source de défaites. Le problème, c'est que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on parle de l'union pour l'union. C'est l'alliance pour l'alliance. On ne discute jamais de savoir pourquoi faire. Et est-ce que l'alliance pour l'alliance fera gagner? Non. Parce qu'il faut quand même derrière, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec la crise qu'on traverse, et ce matin les nouvelles sur la Covid, et puis la crise économique qui va être devant nous, si on se projette sur 2022, si on se projette sur un pays comme la France, dans l'Europe, comment allons-nous faire? Sommes-nous, par exemple, pour la décroissance? Et si nous sommes pour la croissance, pour quelle croissance nous sommes? Quelles sont les lignes stratégiques qui vont être mises en œuvre? Moi, je suis partisan, et j'ai vu une très belle tribune de Jean Pisani-Ferry sur la nécessité d'aller chercher des gains de productivité et de la compétitivité au travers de la transition énergétique, mais ça va nécessiter de l'investissement. Et moi, je suis pour une politique, cette fois-ci, éco-keynésienne. Keynésienne au sens où il faut que la puissance publique appuie les investissements, éco, parce qu'elle doit se focaliser non pas sur les infrastructures routières ou ferroviaires comme ce fut le cas au moment de Roosevelt et du keynésianisme ou du New Deal, mais sur la transition énergétique et l'efficacité énergétique. Il y a de la compétitivité, il y a des gains de productivité, il y a de l'industrie à aller chercher. Philippe Dort, est-ce que vous pensez aussi qu'on ne met pas assez les dossiers sur la table pour aller vers cette union de la gauche? C'est vrai que parfois on voit des velléités de calculs électoraux, de rapprochement pour des calculs électoraux. Vous aussi vous dites on ne parle pas assez du fond, mais et quels sont les sujets à mettre sur la table alors aussi? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Stéphane Le Foll, bien évidemment. L'union de la gauche n'est pas un programme politique, c'est l'union des programmes politiques qu'il faut mettre en œuvre à gauche. Alors il est vrai que comme il y a beaucoup de personnalités, plus d'égos que de partis de gauche traditionnels, eh bien nous sommes un certain nombre, même si moi je suis membre depuis 43 ans. Donc nous avons essayé de travailler en périphérie avec les structures et les clubs pour réfléchir à des projets politiques et de société pour demain. Il y a deux grands sujets. Un sujet qui doit être traité, c'est le sujet social. Nous avons des millions de Françaises et de Français qui sont avec qui travaillent avec extrêmement bas, qui ne peuvent plus vivre dans notre pays, qui survivent. Il y a là un projet à mener sur le SMIC notamment, sur les seuils des sociales, tous ces sujets-là. Et puis il y a un temps plus long. Il y a un temps plus long. Ce temps plus long sur lequel nous travaillons, c'est la construction du modèle économique de demain qui doit prendre comme socle la transition écologique. L'écologie de l'immédiat, c'est la décroissance. Moi, je ne suis pas un décroissant, je suis pour une écologie vertueuse et il faut mettre en œuvre l'éducation. On fait des propositions sur la réseau fluvial et fluvial, sur l'hydrogène, enfin, c'est un sujet que Stéphane connaît particulièrement, de manière à ce que si on supprime un emploi carbone, il faut le remplacer par un emploi industriel à forte valeur ajoutée, vertueux. C'est sur ces sujets-là que nous travaillons, de manière à être
il faut travailler certainement du local au global. Et Stéphane Le Foll, c'est ce que ça veut dire, que lui, au Mans, il a été sur ce sujet-là. Alors, on vous comprend à demi-mot, c'est le cas de le dire, parce que la connexion avec Sky n'est pas très bonne, je le précise, si jamais vous avez un bouton à fixer pour que ça s'améliore, mais on comprend quand même. Stéphane Le Foll, l'addition de partis politiques, ça ne constitue pas nécessairement un mouvement capable de gagner une élection présidentielle, et pourtant, je me rappelle, au municipal, Anne Hidalgo, elle était très droite dans ses bottes face à Rachida Dati en disant, il y a quand même l'arithmétique. Alors, on parle de l'union de la gauche, comment il faut approcher ces sujets? D'abord, Anne Hidalgo, elle a gagné Paris en s'affirmant. Parce que c'est ça le sujet. C'est que elle a présenté une liste avec un projet pour Paris que tout le monde connaissait d'ailleurs et que beaucoup contestaient, mais elle l'a affirmé. Elle s'est affirmée, puis après elle a rassemblé au deuxième tour, puis elle a gagné. Donc c'est bien cette question qui est posée de la même manière que je vois ce que fait Anne Hidalgo avec l'Île-de-France en commun. Elle n'a pas commencé par dire il faut s'allier avec les Verts. Non, elle a dit je présente, on va créer avec Audrey Pulvar une dynamique autour. Ben on verra de quoi il s'agira au moment où ils présenteront leur projet, mais c'est une dynamique et un positionnement d'affirmation. Donc on est dans un débat, d'ailleurs au sein du Parti Socialiste avec Olivier Faure, très paradoxal, où Olivier Faure a une ligne qui consiste à dire il faut l'alliance, et peu importe qui est en tête de liste. Et puis quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, tout le monde est candidat et il n'y a pas vraiment d'alliance au premier tour. Donc tout ça me fait dire que la question qui devrait être posée plutôt que de répéter tout le temps alliance. Alors vous me direz, c'est toujours une manière en politique de faire de l'auto-réalisation. Alliance, et puis wishful thinking. Voilà, c'est ça. Et puis à la fin, on finira bien par s'entendre. Très bien. Moi, je considère qu'aujourd'hui, la situation est suffisamment grave pour qu'on ne puisse pas se contenter de ce type de stratégie et de discours politique. Il y a quand même un sujet majeur qui va arriver. Il va y avoir une explosion d'une situation sociale, économique, écologique colossale. Et on est en train de dire il faut s'allier. Ah bon? Et pourquoi faire? C'est vrai, Philippe Dort, on a maintenant des sujets transversaux, qu'on en parle lorsqu'on parlait du changement climatique et aujourd'hui de manière encore plus prégnante, qu'on parle effectivement de crise sociale, le confinement, ça concerne tout le monde, l'impact il est national, aujourd'hui il y a vraiment peu de secteurs qui tirent leur épingle du jeu, donc est-ce que même cette question l'union de la gauche est-elle possible? Est-ce que c'est pas un petit peu incongru ces questions qui résonnent un petit peu comme des équations électorales, politiciennes? Je crois vous l'avez signalé. J'ai mis mon oreillette. Est-ce que c'est mieux là? Oui, parfaitement. Merci. Bon, très bien. Bon, vous l'avez signalé. Nous sommes dans une période particulièrement compliquée avec le problème sanitaire, ce qui se passe au niveau international, qui est plutôt inquiétant, le chômage qui galope. Et on est devant une population, une société qui a l'air d'être dans nos futurs, quoi. Eh bien, c'est là qu'il y a vraiment une réflexion à mener et de voir comment, ce que je disais tout à l'heure, on propose aux Françaises et aux Français un autre modèle économique qui sera beaucoup plus vertueux, qui permettra peut-être aux gens de rester plus facilement chez eux, mais avec de vraies règles sociales à mettre en œuvre, parce qu'aujourd'hui c'est un peu n'importe quoi, et puis de mettre en œuvre vraiment un programme politique lié à la transition énergétique, à l'agroécologie, à la recherche fondamentale, pour que nous puissions développer demain et faire des propositions rapides sur une nouvelle politique à mettre en œuvre au service de toutes et de tous. Et comme on n'entendait pas tout à l'heure, je voulais redire aussi qu'une des priorités que nous avons dans les réflexions que nous menons dans les clubs qui sont satellites aux partis de gauche, c'est l'urgence sociale. Aujourd'hui, moi qui suis un élu de terrain, je suis conseiller départemental, aujourd'hui je fais des permanences, je reçois des quantités d'hommes et de femmes qui vivent seuls avec un enfant ou deux, qui gagnent 1180 € par mois en travaillant dur et qui survivent. C'est faut-il vivre pour travailler ou travailler pour vivre? Non, c'est faut-il survivre pour travailler ou survivre ou vivre pour survivre? On en est là aujourd'hui. Le 5 du mois, vous avez des millions de Françaises et de Français qui ne peuvent plus manger. Ça, c'est une réalité. Donc ça, c'est le temps court. Il faut trouver des solutions pour régler cette problématique qui lamine des millions d'entre nous.
Alors Stéphane Le Foll, on parlait il y a un instant de la victoire d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Elle a fait cause commune avec des écologistes. Cette écologie politique, est-ce que effectivement ce sont les tendances que vous voyez à l'œuvre? D'un côté, des militants socialistes qui voudraient que soient davantage pris en compte les questions sociales, le pouvoir d'achat, la fiscalité, la redistribution, le développement des capacités, éducation, santé pour permettre une meilleure égalité des chances des plus modestes. Et puis d'autres mouvements écologistes qui veulent vraiment pas transiger et qui ne jurent que par l'écologie, d'abord par l'écologie. Ces deux exigences, elles sont vraiment conciliables? Non, je pense qu'il y a un vrai sujet avec l'écologie politique aujourd'hui, en particulier française. Hein, parce que c'est pas la même chose chez les Grünen en Allemagne. On a une ligne chez les Verts, qui d'ailleurs se dessine aujourd'hui et se sépare entre Piolle et Jadot, entre ce que j'appelle l'écologie comportementaliste, de la sobriété comme solution à la lutte contre le réchauffement climatique. Sobriété pris dans toutes ses acceptations. Et moi je considère que la société française aujourd'hui, elle est partagée en deux. Entre ce que j'appelle les sécurisés de la société et les insécurisés. L'écologie politique de la sobriété comportementale s'adresse parfaitement aux sécurisés, qui ont de la marge, qui peuvent se dire, ben moi je vais acheter bio, je vais me déplacer un peu plus en vélo, mais qui ne font pas pour autant de remise en cause de la maison secondaire, de départ en vacances et quelquefois du voyage. Parce qu'ils ont la sécurité de l'emploi, et puis une sécurité financière qui leur permet d'avoir cette logique de sobriété. Quand vous êtes dans la classe insécurisée, pas de sécurité d'emploi, une fin de mois, ça a été dit, qui devient difficile, et une perspective d'avenir qui est plus que trouble et plus que inquiétante. Dans cette insécurité-là, et c'est global, hein, terrorisme, sécurité tout court, cette classe insécurisée, elle, la sobriété pour elle, mais c'est un concept qui est complètement incongru, inacceptable. Donc moi, mon analyse, elle est là, c'est ce que j'ai écrit entre la classe sécurisée et la classe insécurisée. Ce que fait l'écologie politique, ça s'adresse à une classe sécurisée. Et la sobriété peut tout à fait être un modèle pour une classe sécurisée, mais alors, si on s'adresse à tous les Français, là on a un problème, c'est tous ceux qui sont dans l'insécurité. Et là, il y a un impensé. Philippe Gorte, est-ce que effectivement c'est le retour que vous avez des élus, c'est-à-dire que, enfin, pardon, de vos concitoyens, c'est-à-dire que quand on cherche à boucler les fins de mois, eh bien boucler la fin du monde, oui, tout le monde aimerait bien, hein, tout le monde est pour la paix, mais quand même cette classe populaire qui se généralise, qui s'étend, hélas, est-ce que franchement elle pense tous les matins à l'écologie et à l'énergie photovoltaïque? Écoutez, je pense que c'est un sujet qui intéresse toutes les Françaises et tous les Français, quelle que soit leur réalité sociale. Mais il est vrai que quand vous gagnez les minima sociaux ou que vous touchez un SMIC à 1180 €, vous vous intéressez plutôt à la fin du mois, dans un premier temps, qu'à la fin du monde. Ça, c'est vrai. Bon, et c'est pour ça que je parle, moi, d'urgence sociale. On a trouvé des centaines de milliards tout d'un coup. Il n'est pas acceptable de laisser les Françaises et les Français avec une baisse draconienne de certaines aides sociales, par exemple, comme les APL. Moi, j'ai rencontré récemment une dame qui est venue me voir dans ma permanence, qui gagne un SMIC. Elle avait 270 € d'APL. Elle en a plus que 60 ou 70. Là, depuis un an ou 2 ans. Ce n'est pas admissible. Bon, donc c'est certain que nous devons travailler très rapidement pour les personnes qui sont en grande difficulté dans notre pays. Et il n'y a pas que des gens qui sont aux minima sociaux, qui sont en grande difficulté. Il y a aussi des gens qui travaillent. Et d'ailleurs, personne ne devrait être en grande difficulté dans ce pays, qui est le nôtre. Et il y a le système économique de demain que nous devons mettre en œuvre. Mais ça repose la question du sens du temps. Il faut un peu de temps long. Alors on en a perdu beaucoup, mais il faut, c'est vrai, maintenant définir une politique, une économie pour demain vertueuse qui prendra un certain temps. Et ça ira certainement plus vite quand il y a des actions locales qui, une fois qu'elles seront multipliées, deviendront l'action globale. C'est sur ce sujet-là que nous travaillons et ça coûtera de l'argent aux collectivités. L'Europe déjà a des aides pour cela. Ça ne suffira pas.
Parce que le système économique de demain va coûter de l'argent pour être mis en œuvre, mais dans 20, 30 ans, ça sera tellement normal que tout ce qui a été investi aujourd'hui, personne n'y pensera plus, ça sera tellement normal. C'est sur ces sujets-là que nous travaillons. La décroissance, non. Une valeur ajoutée vertueuse dans une économie de transition énergétique, d'agroécologie et de recherche scientifique, ça, c'est vraiment une politique que nous devons mettre en œuvre pour assurer vraiment une vie normale aux Françaises et aux Français et à tous ceux qui vivent sur le sol de notre pays. Alors vous êtes des élus locaux, on l'entend bien, ancrés dans les territoires. On n'a pas parlé du gouvernement, hein, comme s'il n'y en avait pas. Est-ce que quand même, sur ces soucis de pauvreté, d'écologie, est-ce que les bonnes mesures sont prises à l'Élysée, à Matignon? Je vais prendre un exemple. La politique du logement, pour moi, est une politique complètement catastrophique. Je vais vous donner 2 exemples. La baisse des APL, première chose, qu'on a demandé aux bailleurs sociaux de compenser, puisque en fait, il a fallu baisser les loyers, ce qui a fragilisé une partie des bailleurs sociaux. J'ai, pour ce qui me concerne au moins, un bailleur social qui est en bonne santé et qui va continuer à investir, mais c'est très important. Et on investit dans quoi? L'isolation des bâtiments, parce que ça distribue du pouvoir d'achat. C'est-à-dire l'investissement distribue en direct du pouvoir d'achat. C'est ça la mécanique qui va changer aussi dans l'avenir. C'est qu'on n'est plus simplement je produis, je fiscalise, je redistribue. On doit être sur une stratégie, j'investis, je redistribue. Ça c'est le premier point. Donc la politique sur le logement. Deuxième exemple de cette politique catastrophique, le Pinel, les avantages fiscaux du Pinel. Ils ont été ciblés dans ce qu'on appelle les zones tendues. C'est-à-dire les zones où il y a beaucoup de demandes de logement et où il faut construire. On donne de l'avantage fiscal. Ce qui a comme conséquence de favoriser la concentration du logement. Et comme le foncier sur les villes où il y a déjà de la tension n'est pas extensible, prenons Paris, prenons Nantes, prenons Rennes, la compétition sur la construction fait que les prix du foncier et les prix des logements continuent d'augmenter et on continue à subventionner par du Pinel. Pendant ce temps-là, au Mans, où c'est soi-disant peu tendu, j'ai plus de Pinel, il faut que je me débrouille tout seul pour pouvoir construire des logements alors qu'il y aurait besoin d'avoir une aide de l'État. C'est catastrophique. C'est une bêtise sur ces 2 points-là qui sont le local comme le national. Vous me demandez qu'est-ce qu'il devrait être fait? Arrêter cette politique, revenir à une revalorisation des APL, ça me paraît très important, et arrêter avec une défiscalisation qui ne fait qu'accentuer les concentrations de population et les problèmes et ne fait qu'alimenter une pompe à subvention de l'État. Ça, pour moi, c'est ce que je rejette le plus. Et puis après, il y aurait d'autres sujets sur la Covid, la manière dont ça a été géré. On y reviendra dans le futur débat. Philippe Dordre, je vais vous passer la parole dans un instant. Permettez-moi de revenir sur la tribune qu'a faite Stéphane Le Foll sur le site de Vue d'ailleurs, très intéressante. Ça s'appelle Se hâter vers le soleil. Et puisque la transition venait d'être faite, non pas écologique, mais verbale, puisqu'on parlait avec les bâtiments de rénovation énergétique, vous dites dans cette tribune, Stéphane Le Foll, que franchement l'énergie solaire c'est un Eldorado. Moi ce qui m'étonne un petit peu c'est que ça fait 15 ans qu'on en entend parler. Alors c'est vrai que les dispositifs par exemple sur le photovoltaïque ont beaucoup changé. Est-ce que c'est le moment maintenant de jouer la carte de l'énergie solaire selon vous? Je vais vous donner juste un exemple. Regardez Paris, regardez une zone industrielle. Le soleil l'été avec la canicule tape sur l'ensemble des toits. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ça chauffe. Qu'est-ce qu'on fait? On consomme de l'électricité pour de la climatisation. Les grands parkings aujourd'hui, sans ombrière, c'est des voitures qui chauffent. Quand vous allumez votre voiture, vous êtes obligé de mettre de la clim aussi. Vous consommez plus d'énergie fossile. Faire des ombrières, c'est-à-dire produire de l'électricité en récupérant l'énergie solaire, et puis faire de l'ombre pour les voitures, c'est quand même des principes de base. On gaspille l'énergie solaire, alors qu'elle est là, disponible. Je prends les routes, je prends toutes ces surfaces vitrées où on pourrait, par innovation technique, favoriser la captation d'énergie. Puis moi, je suis un ancien ministre de l'Agriculture et de la Forêt, je sais aussi que les plantes, c'est génial. Ça s'appelle la photosynthèse. C'est pour ça que j'ai repris cette belle phrase de Saint-Exupéry, qu'elle est invisible à nos yeux, cette hâte des blés vers le soleil. Lui, il avait compris qu'il y avait
avait un truc quand même. Pourquoi les plantes montent tout de suite et vont vers le soleil? Parce que c'est l'énergie gratuite. C'est celle qui fait la vie. Nous, on a été, c'était invisible pour nous. On n'a rien vu. On avait un plan solaire dans les années 60, et puis c'est le nucléaire qui est passé devant, hein, puisqu'on était pratiquement les premiers en Europe avec le four solaire qui avait été créé dans les Pyrénées-Orientales et tout ça. Et puis tout ça, ça s'est arrêté pour le nucléaire. Donc voilà ce que je dis. Je vais passer la parole à Philippe Dord là-dessus, parce que c'est vrai, quand on écoute Stéphane Le Foll, on a l'impression qu'il y a du soleil tous les jours à Mans, hein. Au Mans, moi je veux bien le croire. Mais à Bordeaux, vous êtes un peu plus dans le sud, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on a du soleil, c'est vrai. D'ailleurs, vous voyez, il est en train d'éclairer ma rue. Même à Paris. En dehors de mon activité politique, je préside le grand port maritime de Bordeaux. Nous sommes en train de travailler avec beaucoup de force sur la production de l'hydrogène vert. C'est-à-dire que nous avons du foncier, que nous souhaitons mettre à disposition d'acteurs qui justement sont des spécialistes des cellules photovoltaïques pour faire de l'électrolyse et produire de l'hydrogène. Faire des petites structures de création d'hydrogène, c'est un avenir, puisqu'on sait que l'hydrogène, ce qui coûte cher aussi, c'est de le transporter, puisqu'il faut qu'il soit à moins de 252 degrés pour être transporté. Le fait de mettre des petites unités de production d'hydrogène à demeure, à pied d'œuvre, in situ, permettra beaucoup plus facilement de développer cette énergie. Nous avons également, sur tout le territoire français, des entreprises qui produisent en déchets fatals de l'hydrogène. Du côté de Bordeaux, il y a une entreprise qui lâche dans l'atmosphère 3000 tonnes d'hydrogène par an, qui part en vapeur d'eau. C'est une hydrogène qui peut être récupérée, nettoyée avec un process qu'on connaît, et être utilisée. Vous avez toute la filière de ce qu'on appelle le rétrofit, que ce soit dans les véhicules terrestres, les camions par exemple, les trains, mais aussi les bateaux. C'est-à-dire qu'il y a énormément aujourd'hui de ces engins de transport qui fonctionnent avec des moteurs électriques alimentés par des groupes électrogènes au gasoil. Il suffit de changer ce groupe électrogène par une pile à hydrogène, à combustible à hydrogène, pour que votre véhicule devienne un véhicule vertueux. C'est ce que nous sommes essayés, ce que nous mettons en place sur le port de Bordeaux notamment, pour être très concret sur ces sujets-là. Ça se fait déjà à droite à gauche. Il faut maintenant en faire une politique globale. Merci beaucoup. Un léger mot de conclusion, Stéphane Le Foll. Le plan solaire au Mans, on est passé de 500 mètres carrés de panneaux solaires à près de 10 000 mètres carrés, objectif 200 000 mètres carrés, 20 hectares, pour récupérer de l'énergie, la connecter et pouvoir faire aussi de l'hydrogène vert. Et en même temps que j'utilise la photosynthèse, avec le chanvre, on va faire de la gazéification et produire de l'hydrogène avec de la biomasse. Voilà, des élus qui ont plein d'idées, innovants. En tout cas, Stéphane Le Foll, maire de la ville du Mans, Philippe Dord, conseiller départemental en Nouvelle-Aquitaine. On voit qu'il l'union de la gauche est-elle possible? Ils en ont parlé, on ne sait pas si c'est possible, mais la convergence entre ces élus qui ont plein d'idées semble tout à fait patente. Merci messieurs d'avoir participé à cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis.